Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis extrêmement content de me retrouver à la BNRM pour l'inauguration d'un cycle de conférences en partenariat entre la BNRM et l'Université internationale de Rabat, et notamment sa composante Sciences Po Rabat. Une université, c'est bien sûr un lieu où l'on apprend, c'est bien sûr un lieu où l'on recherche, mais c'est également un lieu à partir duquel on communique. Et c'est pour ça que nous avons tenu à nous rendre au centre de Rabat, à la Bibliothèque nationale, pour mettre en place ce cycle de conférences. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de parler d'un certain nombre de choses qui concernent la vie sociale, qui concernent la cité, qui concernent la société, qui concernent le Maroc, et au-delà du Maroc, et qui concernent l'espace méditerranéen, et qui concernent finalement la planète. Ce cycle de conférences, je vous rassure, je ne parlerai pas beaucoup, les meilleures introductions sont les plus courtes. Ce cycle de conférences s'intitule le « Religion en tension ». Nous avons l'intention, sur une série de conférences qui se tiendront ici, bien sûr, d'interroger un certain nombre de questions qui concernent non pas simplement la religion, non pas la religion en tant que religion dans la vie sociale, mais la religion en tant que phénomène subissant, créant des tensions, produisant des interrogations, et sur lesquelles il vaut mieux discuter en tant que socio-scientiste qu'universitaire, sur lesquelles nous avons des choses à échanger, des choses à dire, des choses à apprendre. Ce cycle de conférences est là pour ça, pour transporter dans un lieu d'interaction un certain nombre de débats, un certain nombre de questions, et je ne dirais pas un certain nombre de réponses, mais moins un certain nombre de manières d'aborder les questions. La séance de ce soir est inaugurale, elle porte sur violence et radicalisme au cœur de l'islam contemporain. Nous souhaitons bien sûr, nous avons voulu mettre en place un débat dépassionné, informatif, mais en même temps titillant, piquant. Quelle serait la raison d'avoir un cycle de conférences si on n'avait pas en même temps un peu de poivre à distribuer ? Nous avons bien sûr trois invités. Le professeur Stefano Allievi, qui nous vient de l'université de Padoue. Monsieur Jean-Jacques, qui nous vient de la fondation du roi Abdelaziz à l'université, je tiens vraiment à parler de notre université, à la fondation du roi Abdelaziz à Casablanca, et Farid El-Asri, qui est professeur à l'Université internationale de Rabat. L'idée, c'est une intervention de chacun des intervenants durant une vingtaine de minutes, et ensuite une série de questions dont je laisse immédiatement la parole aux intervenants. Je pense que l'ordre dans lequel ils sont rangés sera l'ordre de leur intervention, dont nous commencerons par Jean Jarre. Je m'étais trompé, donc nous commençons par le professeur Stefano Allievi. J'espère de rien casser à ce point-là. Merci. Je m'excuse, mais j'arrive directement de l'aéroport. Je n'ai pas fait à temps imprimer mon texte. Donc, je vous remercie vraiment pour l'invitation. C'est un honneur d'être le premier de la première rencontre. Alors, c'est quelque chose pour un étranger, en fait. J'essaierai de parler des thèmes de sous-fond. Je prends au sérieux les mots qu'on a mis dans le titre. Le premier mot est violence. Et je partirai un peu de loin. Mais je veux dire violence parce que, avant tout, il faut dire qu'il n'y a rien de nouveau, malheureusement, d'un certain point de vue, dans la violence qu'on voit dans cette période-ci, de Daesh ou d'autres. Le premier égorgement, je l'ai vu dans d'autres situations. Les premières personnes brûlées, je l'ai vu à Soweto, par exemple, ou en Nigeria, avant, etc. Les choses seraient simples
si Daesh c'était quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire du monde, je veux dire, et dans l'anthropologie humaine. Si c'était le diable, si c'était quelque chose d'extrême. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. L'homme est le seul animal qui tue pour le plaisir de le faire. Et pas seulement pour la faim ou pour la peur. Il y a des études sur ceux qui font de la torture, sur le totalitarisme, etc., sur l'agressivité, l'éthologie, la sociobiologie. Et la guerre, c'est un archétype fondamental. J'ai relu cette semaine un livre fondamental qui est le livre de James Hillman, A Terrible Love for War, et il dit presque tout sur le rôle de la guerre, puis René Girard ou d'autres. On peut partir par Héraclitus, on le fait toujours, Polemos, le père de toutes les choses. Donc, il y a toute une fascination qui nous regarde en tant que public pour la violence. Les films de guerre, les vidéogames, les films sur les batailles classiques, la lutte entre le bien et le mal, de Harry Potter à le Seigneur des Anneaux. Et la violence, on l'exerce quand on peut. Les études les plus sérieuses sur la violence nous disent qu'en fait, des gens, des bons pères de famille, qui n'auraient jamais fait des choses comme pareilles, exercent de la violence, la torture, le viol, etc., quand ils ont des armes et quand ils ont l'occasion de l'utiliser. Et l'occasion de l'utiliser est tant plus forte si elle est motivée par un idéal, et autant plus fort si l'idéal en cause est un idéal religieux. Et il y a tout un pouvoir séductif de la violence. Les films de l'horreur, liés aussi à l'humiliation, à la soumission de la femme, par exemple, la pornographie, ça c'est lié à cette dynamique. C'est un peu comme pour la mort. Nous, les gens normaux, les gens qui normalement ne tuent pas, on ne tue pas, mais on est fasciné par la mort. Et alors, on consomme la mort dans les vidéogames, les jeux de guerre, Call of Duty, que je sais, Assassin's Creed, d'autres choses. Et on la regarde, au moins. Et ça plaît. Je vous dis quelque chose de très personnel. J'ai un garçon de 20 ans qui est très passionné de tous ces vidéogames de guerre. Et moi, j'étais un ancien objecteur de conscience. Donc, et quand j'ai vu les vidéos de 14 égorgements, parmi lesquels il y avait un Français, un otage français, je me suis dit, je fais le lui voir. Comme ça, il voit qu'est-ce que c'est vraiment la guerre, la vraie, la violence, la vraie. Et puis, je me suis dit non, parce que le risque, c'est qu'il lui plaît. Qu'il va être séduit par ça. Parce que c'est un beau vidéogame. C'est un très beau vidéogame. On sait déjà, parmi les études sur la consommation, sur les messages Twitter, dans lesquels les sympathisants on échange des films, des photos de violence, que ça plaît. Ça plaît. C'est un des moyens de séduction du califat, si vous voulez. Et c'est une partie de son stratégie communicative. Et l'exposition médiatique, c'est, a dit quelqu'un, l'oxygène du terreur. Et l'exposition médiatique est très large. On estime qu'il y a 70 000 accounts Twitter liés à Daesh, et Twitter et Facebook. Et il envoie plus ou moins 90 000 textes et images par jour. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a un public pour ça. Alors le rôle de la religion ou de la cause pure, le bien contre le mal, est très important de ce point de vue-là. Je vous dis une phrase, puis je vous dis l'auteur. La vertu sans le terreur est destructive. Le terreur sans la vertu est impuissant. Donc le terreur
est la seule justice sévère et inflexible. C'est une émanation de la vertu. C'était Robespierre. Mais c'est plus ou moins l'idée de tous les terreurs motivées par la religion ou l'idéologie. Les écritures sont très manipulables de ce point de vue-là. Mais aussi, il faut dire qu'il y a quelque chose qui va plus loin que les écritures. Et il y a un texte d'un échange entre deux combattants du Daesh. Il y en a un qui dit, un qui va partir pour la Syrie. Il est en train de partir et il partira effectivement. Et il dit, je m'en fous du Coran. Ce qui m'intéresse, c'est le djihad. Donc, le premier sert seulement à légitimer le deuxième. Et alors, ça explique pourquoi tellement de gens qui sont partis n'étaient pas des pratiquants, sont des reborn musulmans ou sont des convertis. Des gens qui voulaient partir et alors ils ont trouvé ils voulaient faire quelque chose d'extraordinaire, ils voulaient combattre pour une cause, et ils l'ont trouvé. Et après, ça devient une cause religieuse. On a très peu de mémoire historique. Je vous dis simplement une phrase. Après 2 semaines que j'étais en tour, après les faits de Paris, évidemment, comme tous les gens qui travaillent sur ces choses, on continue interviews, conférences, etc., je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois lire pour réfléchir sérieusement? Après 2 semaines de full immersion dans la presse étrangère, et je me suis dit, les démons de Dostoïevski. Là, il n'y a plus d'explications que dans les livres sur le Daesh. Et si on repense au terrorisme des anarchistes à la fin du 19e siècle, dans 20 ans, 1881 et 1901, des assassins liés à le cercle anarchiste qui étaient un peu partout. On faisait des attentats un peu partout. On tuait le tsar de Russie, le président de la France, le premier ministre d'Espagne, le roi d'Italie, l'emperesse, comme on dit, d'Autriche, et le président des États-Unis, le président McKinley. Donc, ils n'ont rien fait encore, les gens de Daesh, par rapport à ça. Alors, violence et islam, il n'y a rien d'eschatologique ou d'ontologique. Je déteste les raisonnements historiques. Donc, comme quand on dit, l'islam est-il compatible avec la démocratie, la libération des femmes ou le socialisme? C'est des bêtises, en fait. On ne peut pas parler comme ça. Mais il y a un retour d'une violence motivée par l'islam. Un retour, je dis bien. Alors, je suis sociologue, donc ça m'intéresse beaucoup plus les biographies des gens, les motivations individuelles plutôt que la géopolitique. La géopolitique explique beaucoup de choses, mais pas le fait que les gens partent de Paris, de Birmingham, de Milan, d'Indonésie, de Maroc, pour aller combattre sous le drapeau noir de Daesh. Ça, ce n'est pas la géopolitique qu'elle explique. Alors, je vous dis rapidement des données qui regardent la situation française. Alors, sur 4000 jeunes que le centre de Dounia Bouzar a interviewés, qui étaient des sympathisants prêts à partir, une partie duquel ont été stoppés, disons, à travers ce travail. 41% étaient des athées, 30% étaient catholiques, les autres des musulmans non pratiquants. Classe moyenne, il n'y avait aucun qui était de la mouvance des frères musulmans ou d'autres. Les 10% fréquentaient une mosquée. Alors, le rôle c'est le relationnel qui compte le plus pour appeler ces gens. Le rôle des vidéos, la rupture scolaire, la rupture avec les parents, etc. Et l'idée, c'est de partir pour la terre promesse, la terre promise, le jihad. C'est le moyen de le faire.
Partir pour mourir, quelqu'un parmi eux. La moitié des filles avaient subi des abus sexuels. Il y a dans l'interceptation téléphonique, il y a des gens qui appellent le niqab mon doudou. C'est une protection, comme le militant masculin, qui protège au lieu de parents. Moi, j'ai les profils officiels de foreign fighters italiens qui sont partis de l'Italie. Ils sont à présent en Syrie et en Irak, ils sont 87. 18 sont déjà morts. 6 avaient la citoyenneté italienne, 6 la double nationalité, les autres non, c'était des immigrés. 5 étaient des femmes, 38 entre 18 et 30 ans, 49 plus de 30 ans. 10 étaient mariés, parce que ne pas être marié, ça veut dire n'avoir pas des obligations, on est plus libre de partir. 21 avaient des criminal records dans leur carrière. Et 2 avaient des problèmes psychologiques avant de partir. Juste pour dire, alors qu'est-ce qu'ils cherchent et qu'est-ce qu'ils trouvent? Qu'est-ce que c'est cette idée de partir? Moi, je crois qu'ils trouvent 3 choses. Ceux qui partent et aussi les sympathisants qui restent. Du sens, de l'ordre et de la séduction. Le sens, c'est quoi? La quête du sens. Ils ont des mythes, les mythes du califat contre le capital, les mythes de la fin du monde, de l'apocalypse, les mythes de l'Hijra. Le califat propose une Muslim land, c'est la conquête du Ouest, en quelque sorte. On est grandi en voyant des films de cow-boys. De l'ordre parmi les genres. Maria Giulia Sergio, son nouveau nom est Fatima, est une convertie italienne qui à présent est en Syrie. Et son trajectoire est extraordinaire. Elle s'est convertie à l'islam, elle a commencé à fréquenter l'université en niqab. Elle voulait se marier avec un militant. Elle a trouvé un Marocain, mais il n'était pas assez musulman, il ne faisait pas le ramadan sérieusement. Elle a choisi de divorcer. Donc c'est une trajectoire d'émancipation féminine, c'est une femme qui décide, ce n'est pas les hommes. Elle s'est trouvée en Albanais militant, ils se sont mariés et une semaine après ils sont partis ensemble. L'ordre, le bien et le mal, le califat et le reste du monde. On peut dire vraiment c'est le Seigneur des Anneaux, la logique, nous, les bons et les autres. Sauf que les bons sont noirs dans leur idée. Et donc il faut casser tout, avoir un ordre clair, le bien et le mal, et il n'y a rien de in between. Il y a un article qui est paru dans la revue de Daesh, d'Abik, 12 pages qui se titrait The Extinction of the Grey Zone. So, il faut la grey zone, la zone grise ne peut pas exister. La séduction, oui, ils sont des volontaires, ils sont très contents de partir. Alors, il y a la séduction du califat en soi. On en parlait, il y a 20 ans, j'ai participé à des rencontres de Hizb ut-Tahrir à Birmingham. Il parlait du califat, il semblait qu'il parlait de Mars, des explorations dans l'espace ou des choses comme ça. C'était très exotique, mais plus ou moins, on parlait du califat comme on parlait de dictature du prolétariat. Personne n'y croit, mais on en parle comme ça. Et bon, maintenant, le califat, il existe officiellement, autoproclamé évidemment, mais il existe. Et comme il dit un imam à Barcelone, j'étais à Barcelone récemment, il disait, nous, on rêve du califat comme les Juifs ont rêvé de Zion. Et c'était quelqu'un qui est contre Daesh.
mais il reconnaissait le fait qu'il y a un rêve de califat quelque part. Et puis, il y a le goût de l'aventure. Il y a des gens qui étaient déjà passés par la violence urbaine, souvent, et on trouve la façon de vivre ensemble. Nous qui avons trouvé la vérité, on vit ensemble. Il y a des gens qui vont vivre à Londres pour trouver un boulot, comme mon fils par exemple, et il y en a d'autres qui vont chercher la bonne cause, mais c'est aussi trouver une place dans la vie, dans le monde. Ordre, encore une fois. Et, ok. Très vite. Je trouve qu'il y a... Je fais souvent cette parallèle en comparant les gens qui sont partis pour Daesh avec les gens qui sont allés combattre en Espagne dans 1936, dans les brigades internationales, pour un idéal. Ils sont partis un peu partout le monde pour un idéal. Beaucoup ont été déçus. Et ça se passe aussi aujourd'hui. Il faut bien faire bon usage de ceux qui sont partis et ceux qui ont été déçus, mais on ne le fait pas. Et aussi, j'ai fait un parallèle avec le terrorisme politique des années 70 en Italie, par exemple, les Brigades Rouges. Si les Brigades Rouges avaient été en petit État, un État comme ça, combien de gens en plus auraient été séduits par les Brigades Rouges, par les messages des Brigades Rouges? Je crois beaucoup. Bon, Daesh, un État qui est grand comme l'Angleterre. En plus, il y a le culte de la violence, le culte des armes. J'ai vu des photos dans lesquelles les Kalachnikov, des gens en prière, les Kalachnikov à Feuillé du Mirabe. C'est très clair. C'est une idolâtrie du point de vue technique. Mais les armes sont... Dans la salle, tous les mâles, les hommes ici, vous avez la fascination des armes. Comme on a la fascination des motos. Il n'y a pas besoin de citer Freud pour dire pourquoi. Vous avez déjà la réponse, je vois. Donc, il y a une fascination, une mode. Et moi, dans mon département, on est en train d'essayer d'étudier le califat comme brand. Ça marche très bien. Ça marche très bien. On utilise toutes les théories du branding, la dévotion, la vénération. Si on prend le vocabulaire de ce livre sur le branding, c'est l'évolution du marketing, dans lequel le consommateur est un prosumateur, il est actif. C'est lui qui fait la pub, la publicité du brand. Et ça marche très bien. Et c'est un moyen de construction identitaire très fort, un instrument de sens, d'orientation. Donc, branding islam, pour le califat, signifie une stratégie de resignification de l'islam politique radical, redéfinir ce qu'il représente, la dimension politique subordonnée à la dimension religieuse. Ça veut dire que c'est une idéologie. Et la légitimation religieuse, c'est la garantie du brand. En plus, les brands sont souvent dans le monde de l'irréel. Le califat existe maintenant. Donc, c'est le rêve qui devient réalité, en quelque sorte. Et la possibilité de se faire séduire par ça est très forte. Donc, Daesh, de ce point de vue, c'est un cult brand, comme disent les Anglais. Et le Daesh fait le rebranding sur la doctrine. C'est comme il y a un processus d'appropriation de l'islam très sélectif. Si vous lisez Dabik ou quoi, il y a toujours les mêmes citations du Coran. Seulement quelqu'un, les autres ne sont pas valables. Mais ça marche. Alors, pour conclure, le fait que ça marche, c'est un donné de fait. Le mécanisme marche très bien. Dans Daesh, il y a à présent le plus grand groupe de volontaires combattants depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est la plus grande organisation de combattants volontaires. Vous savez, le paradis est à l'ombre de l'épée, non? Et on l'utilise. Et, je veux conclure avec une citation. Cette fois, c'est par Robespierre.
Cette fois, c'est al-Baghdadi. Il dit aux militants de l'État islamique, soldats de l'État islamique, continuez à chercher d'autres soldats. Et la phrase qu'ils disent dans un discours en 2014 est érupter des volcans de djihad partout. Érupter des volcans de djihad partout. Autre citation. Tous les mouvements populaires sont des éruptions volcaniques des passions humaines et des sentiments émotionnels. Cette fois, c'est le Mein Kampf. Donc, juste pour voir qu'il y a quelque chose, à lier. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est sérieux. Et alors, le problème, évidemment, c'est comment réagir. Évidemment, les États européens sont déjà en train de réagir dans la façon la pire. Démonisation indiscriminée des musulmans, par exemple. C'est la folie. Mais simplement, je termine là pour dire que à ce point-là, si on prend au sérieux le discours sur la violence, la fascination de la violence elle-même, la puissance de la violence utilisée pour combattre pour une cause, une bonne cause. L'État islamique, c'est bon, les gens sont contents. On a les interceptations téléphoniques de cette fille que j'ai citée auparavant, Maria Giulia Sergio. Elle téléphone à ses parents, elle avait réussi à les convaincre à partir. Ils ont été arrêtés avant de partir, mais ils étaient convertis eux aussi. Et c'était quoi le moyen de les convaincre? C'était des gens de milieux très, très, très populaires. Une question pratique. La mère demandait, est-ce qu'il y a la lave-vaisselle au califat? Est-ce que je peux emporter mon chat? Est-ce qu'il y a des automobiles, le père? Mais l'autre chose, c'était, ici, on est heureux, parce qu'on vit dans des communautés de gens égalitaires, l'égalitarisme, si vous voulez. Bon, alors là, je trouve qu'il y a un défi très, très important, parce que le problème n'est pas seulement vaincre le califat dans le terrain. Il y a deux scénarios, et je ne sais pas ce qui est plus avantageux. Le premier, on détruit le califat, d'accord, très bien, si jamais. L'autre, c'est que dans un 20 ans, il sera un État comme un autre, un État canaille, mais un État comme un autre. Je ne sais pas qui est le meilleur des scénarios, mais l'autre chose, c'est trouver des facteurs de mobilisation autant séduisants que celui-là. Merci pour votre attention. Bonsoir. Il me semble que... C'est bon? Et il me semble que la question qui nous est posée, certainement, vous avez tous été, au cours de ces dernières années, saturés de discours, de programmes télévisuels, radiophoniques, de rencontres, sur le rapport entre les formes nouvelles de violence et la religiosité dans cette région, et évidemment, notamment l'islam. Les approches, les raccourcis les plus rapides que certainement vous avez constatés, que ce soit avec un discours sophistiqué, universitaire, académique, ou un discours journalistique, c'est souvent, s'il y a des gens qui commettent ces atrocités au nom de la religion, c'est qu'il y a quelque chose des côtés, des textes et des fondements de cette religion qui favorisent ce genre de comportement. Et donc,
on réfère au texte, à l'islam dans sa substance ou dans ses fondements. C'est un raccourci, c'est plus facile parce que pour évidemment les gens qui travaillent sur les sciences sociales, et l'université est faite, et surtout quand ils essayent de sortir de ces murs pour aller à la rencontre des citoyens, est faite pour justement porter la raison critique et la soumission de ces évidences à la critique et à l'analyse. Toutes les religions, historiquement, sont porteurs d'éléments, comme beaucoup d'idéologies aussi, qui, une fois, qui peuvent être interprétées dans le sens de justifier la violence. Cette façon-là, c'est quelque chose auquel nous assistons maintenant depuis plusieurs décennies. C'est ce qu'on appelle l'essentialisme. Et toute notre réflexion sur l'islam et son devenir dans la société contemporaine et aujourd'hui, il est affecté par cette vision essentialiste du monde, parce que l'essentialisme n'est pas seulement le discours des orientalistes, c'est pas seulement le discours de l'impérialisme de l'autre, c'est aussi l'essentialisme est une production autochtone. Nous produisons nous-mêmes au sein des territoires des pays arabes et islamiques ce genre de discours essentialiste. On essaye d'expliquer l'économie par l'islam, l'écologie par l'islam, c'est dans nos manuels scolaires, c'est dans notre façon maintenant de discuter, c'est devenu même le sens commun en quelque sorte. Ce discours-là, dès la révolution iranienne en 1979, a commencé à quitter le cercle des orientalistes, le cercle des spécialistes pour aller vers les médias. Et petit à petit, au fur et à mesure des grands événements qui ont marqué cette région du monde, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, à chaque moment, il y a un palier qui est franchi dans cette vision essentialiste du monde. C'était le cas avec la guerre du Golfe, puis le 11 septembre, puis les soulèvements et le débat constitutionnel et les élections qui sont arrivées après, puis la restauration des autoritarismes, notamment au Moyen-Orient. Et petit à petit, à chaque fois, on explique si ça échoue, si ça ne fonctionne pas, c'est en raison de quelque chose d'essentiel. Il y a un programme, il y a un logiciel qui fonctionne de cette façon-là et qui ne permet pas à ces sociétés de sortir de la violence, de sortir de l'autoritarisme, etc. Aujourd'hui, on respire l'essentialisme et on essaye de nous convaincre que le XXIe siècle sera religieux, et s'il va être religieux, son point de départ, ça va être l'islam ou cette partie de l'humanité qui va inaugurer cette page de l'histoire de l'humanité. Donc ni la critique d'Edouard Saïd contre l'orientalisme, ni le vaillant historicisme de l'Aroui ici au Maroc, ni le travail des gens dans les sciences sociales n'ont pu arrêter cette vague ou ce flux d'explications ou d'interprétations essentialistes. Et nous sommes aujourd'hui face à un paysage où à chaque fois, vous avez des experts qui viennent expliquer quels sont les facteurs culturels ou les facteurs religieux qui expliquent la situation aujourd'hui, le radicalisme, la violence dans les territoires ou dans ces sociétés au sud de la Méditerranée. Je crois que notre rôle ici, pour clarifier, pour rendre un peu intelligibles les situations dans lesquelles nous vivons, c'est d'abord de commencer par remettre de la complexité historique là où justement ce discours, aussi bien autochtone qu'étranger, essaie de nous montrer ce qui se cache de permanent et d'immuable derrière les contingences et les changements. Il y a quelque chose d'éternel derrière tout ce temps historique. Et justement, cet éternel, comme disait Bourdieu, c'est aussi un travail historique d'éternisation.
à chaque fois qu'il y a quelque chose de figé, d'éternel, qui explique ultimement les choses, c'est qu'il y a derrière un travail qui construit cette éternisation des phénomènes. Donc, un travail d'historisation, nous avons besoin de ça dans notre environnement culturel. Autre chose, nous avons aussi besoin d'un regard critique social qui rend aux faits sociaux leur complexité, qui montre leur caractère paradoxal et aussi qui souligne, comme le dit Braudel, que le social, c'est un gibier rusé, il faut le saisir. Le social, ce n'est pas les événements au quotidien, ce n'est pas le politique du 20h. Le social, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Ben justement, ce que j'essaierai de faire, on vient de voir comment on peut expliquer à partir des biographies, des itinéraires des personnes, comment on adhère ou comment on arrive à la violence et à la radicalité au nom de la religion. Essayons de voir, s'il n'y avait pas Daesh, s'il n'y avait pas cet usage de l'islam dans la violence, est-ce que vous pensez, est-ce qu'on peut penser que cette région serait moins violente? Est-ce que c'est sûr que cette région sera moins secouée par la violence que ce qu'on voit aujourd'hui? Mon hypothèse, c'est qu'il y a des facteurs, il y a une conjoncture, il y a un contexte singulier au cours de cette fin du XXe et début du XXe siècle qui fait que nous sommes face à une zone de turbulence immense, massive. Et j'essaierai de vous donner quelques éléments de cette conjoncture pour commencer à réfléchir sur notre contexte et un peu l'intelligibilité de ce qui nous arrive aujourd'hui. 5 années après le déclenchement des soulèvements qui ont eu lieu en 2011 et en décembre 2010 à partir de la Tunisie, on voit que à côté, où se surpose aux vieilles lignes de fracture qui traversent cette région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, vous savez, les vieilles fractures, nous les connaissons, ils sont toujours là. Le drame du peuple palestinien, le conflit israélo-arabe qui est toujours là, il envoie toujours ses messages chaque soir. La guerre froide entre sunnisme et chiites qui est évidemment menée sur des terrains au Liban, en Irak et un peu partout en Syrie aussi. On voit se surposer depuis un certain temps une autre fracture beaucoup plus profonde, souterraine, qui secoue les sociétés de cette région. C'est une fracture qui traverse les sociétés. L'expression, elle est l'expression d'une crise multiforme. Cette fracture, elle est générationnelle. Avant, dès les années 70, 80, des démographes, des sociologues ont essayé d'attirer notre attention sur cette éruption, ce volcan qui est en train d'arriver. C'est quelque chose de massif et qui secoue ces sociétés depuis maintenant plusieurs décennies. Au cours du XXe siècle, surtout la seconde moitié du XXe siècle, sous des systèmes autoritaires sur lesquels on a beaucoup glosé, il y avait quelque chose qui se préparait et c'est une triple mutation en quelque sorte. Cette mutation du Golfe jusqu'à l'Atlantique est quasiment simultanée, quasi homogène, quasi au même rythme dans ces sociétés. C'est une transition à la fois urbaine, démographique et éducative à la fois. Et avec la mutation qu'a connu les champs médiatiques, les satellites dans les années 90, puis l'arrivée de l'Internet dans les années 2000, cette mutation va prendre son expression et son apogée. Il va se traduire par l'arrivée. Le décor était planté pour l'arrivée d'un nouvel acteur,
Cet acteur, c'est les jeunesses, ce qu'on appelle les jeunesses arabes ou les jeunesses du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Pour la première fois dans l'histoire de ces sociétés, vous avez du Qatar 50% jusqu'au Yémen 70% de la population ont moins de 30 ans. Et ce n'est pas n'importe quelle masse sociale. C'est un acteur qui est à la fois jeune, citadin, éduqué et connecté au reste du monde. Des éléments nouveaux qui changent complètement la configuration de la société, et la massification scolaire a permis évidemment une grande mutation sociale, puisque la scolarisation des jeunes filles progresse et résorbe tout le monopole masculin qui existait dans les années 60 et 70, et du coup renverse même l'ordre ou la hiérarchie culturelle, puisqu'on assiste de plus en plus du Golfe jusqu'au Maroc. Le capital culturel de la jeune fille dépasse pour la première fois dans l'histoire, si on compte par le diplôme, le capital de ses parents, sa mère et son père, et elle est en train de dépasser celui de ses frères, et demain ça va dépasser même le capital de son mari. Donc renversement, chamboulement d'une structure patriarcale et de leurs valeurs, et la faille créée par la démocratisation, la massification scolaire va encore s'approfondir générationnellement par l'arabisation du système éducatif lui-même, qui fera une génération arabisée face à une autre génération issue de l'indépendance qui a une autre façon de voir les choses. Donc, rupture générationnelle radicalisée par justement une mutation culturelle aussi au niveau de l'école. Les sociétés arabes, gérées par des autocrates ou par des régimes autoritaires, ils ont fait le boulot au niveau de la scolarisation et l'urbanisation, même chaotique, et la transition démographique. Mais les sociétés n'étaient pas préparées à une telle mutation. Ils n'étaient pas préparés à recevoir les conséquences de ces transformations profondes de la société, notamment les transformations éducatives. Vous avez trois éléments, trois conséquences qu'aujourd'hui nous voyons sous nos yeux et qui sont flagrants. Le chômage massif des diplômés. Vous savez, en Jordanie, 50% des jeunes filles ayant leur licence sont au foyer. Ils ne trouvent pas du travail. Et le Jordanie, parce que c'est le pays qui a réussi le plus sa mutation éducative. Et donc, les autres pays suivront dans cet ordre-là. Donc, des diplômés chômeurs massivement, notamment les jeunes filles, qui montrent un décalage structurel entre le marché et la formation. Deuxième élément qu'on voit très bien dans cette fracture, c'est la non-intégration des jeunes dans le champ politique. Partout, on le voit, abstention, un champ politique qui ne répond pas aux aspirations des jeunes, non-participation des jeunes, et l'une des dernières enquêtes au Maroc sur le lien social montre parfaitement que les jeunes n'adhèrent pas aux structures, aux valeurs et aux institutions politiques du pays. Troisième élément, l'effacement progressif des inégalités des sexes au niveau de l'éducation se heurte à un autre problème, c'est que le système, l'ordre social établi n'est pas prêt à assumer cet effacement des inégalités des sexes, puisqu'il continue à organiser les rapports sociaux selon le privilège accordé évidemment aux aînés, la génération d'avant, et aux hommes quand il s'agit de femmes. Donc, quel lien tout ça a avec la radicalité
dans toutes ses formes. Ce milieu-là, il est favorable à une certaine radicalité. Évidemment, si cette radicalité croise dans son chemin une idéologie laïque, il sera laïque. S'il croise une idéologie religieuse, il sera religieuse, en partie seulement, parce que là, nous sommes face à des phénomènes sociaux où il n'y a pas lien de causalité, mais des corrélations qui arrivent dans des processus comme le processus que nous avons. Ce processus-là, cette mutation générationnelle ou ce conflit générationnel, il est à la fois, il nourrit à la fois l'émergence de l'individu, la sécularisation, l'émergence de la société civile et beaucoup d'éléments, de facteurs de modernisation de ces sociétés. Mais en même temps, il est porteur aussi des autres éléments, notamment les éléments de la radicalité, le fanatisme djihadiste, le terrorisme, etc. En observant un peu les jeunes, parce qu'il y a maintenant des travaux sur les jeunes dans leur vie quotidienne, en les suivant sur le terrain, beaucoup de travaux depuis les années 90 nous ont montré qu'il y a une rupture aussi culturelle qui est en train de s'installer à travers cette mutation générationnelle. Mounir Chreibi pour le Maroc avait montré le caractère de mutant de ces jeunes. Elle avait montré comment ils sont en train de bricoler leur système de valeurs, leurs identités, comment ils sont des gens en transition comme des voyageurs, avec très peu de bagages, mais en même temps n'appartenant plus au système traditionnel et ils sont en train de chercher autre chose. Les études sur les valeurs et les pratiques religieuses des jeunes nous ont montré que ni les cadres de sociabilité, de formation religieuse traditionnelle ne fonctionnent plus. Ce n'est plus la famille, ni l'école, ni la mosquée. Les jeunes se socialisent de pair à pair, les jeunes se socialisent religieusement sur Internet, les jeunes sont réticents à la religiosité des parents, ils la trouvent trop rurale, trop paganique, trop traditionnelle, pas assez standardisée, pas assez scripturaire, pas assez orthodoxe, etc. Pas seulement dans les milieux de la diaspora des Maghrébins en Europe, mais aussi dans les sociétés au sud de la Méditerranée. Donc, de toute évidence, il y a une crise de transmission de la culture d'une génération à une autre. Nous sommes à ce moment de faille, un peu comme les failles tectoniques. C'est un moment où le mode de culture religieuse de l'ancienne génération ne passe pas dans la nouvelle génération. Et ça, c'est un phénomène qui traverse toutes les sociétés de cette région, du Golfe jusqu'au Maroc. Évidemment, les formes néo-salafistes, standardisées, les formes de l'islam qui présentent quelque chose de standard, quelque chose de formaté, quelque chose de, à la limite, on pourrait dire, comme dit Olivier Roy, quelque chose en rupture avec les cultures autochtones, quelque chose que détériorialisé, hors territoire en quelque sorte, elle est beaucoup attirant pour cette génération de la culture numérique. Donc cette radicalisation d'une petite minorité des jeunes, et ça reste une petite minorité, parce que le gros de notre jeunesse, il est en train d'inventer des formes d'expression culturelle différentes. Il est en train d'aller vers des possibilités différentes. Donc il y a cette partie de la jeunesse. C'est pour ça que ce n'est pas l'islam qui se radicalise, c'est une radicalité qui cherche une expression dans la culture et dans les symboles et dans les signes de l'islam. Cette génération, cette minorité-là, on a eu une idée des modes, des formes de son fonctionnement, de la rupture qui se fait avec le milieu social, de cette reconversion
ou de cette conversion qui se fait dans une autre communauté nouvelle, et cette construction nouvelle de l'identité après la rupture, une resocialisation méthodique qu'on a observée à travers les groupes radicaux ou djihadistes. Cette petite minorité-là, évidemment, n'est qu'un aspect de cette grande rupture générationnelle qui traverse cette société, notamment lorsque les processus politiques ou l'espace politique se ferme, les processus politiques se ferment et ne laissent plus la possibilité d'expression à cette nouvelle jeunesse qui revendique un nouvel ordre de justice sociale, de dignité pour l'être humain. Et merci. Il y a de l'adaptation à faire, excusez-moi. C'est bon ? Voilà. Bien, merci beaucoup. Effectivement, nous avons voulu, dans le cadre de l'Université internationale de Rabat, en partenariat avec la BNRM, réfléchir à la question du religieux contemporain en tension, parce qu'il nous semble effectivement qu'il y a aujourd'hui une saturation de débat sur la question du religieux. Nous avons voulu non pas effectivement cibler sur le fait de raccourcir et de dire que toute la problématique se concentre sur le religieux, mais de partir sur une réflexivité et de dire qu'il y a aujourd'hui des sciences humaines et sociales, il y a une série d'analyses, il y a une surproduction de réflexions qu'il était important de mettre dans la balance et de le réfléchir, de le déconstruire ensemble. Donc cette conférence inaugurale s'inscrit effectivement dans un cycle qui va nous permettre de déconstruire un petit peu tout ce chantier. Donc la question effectivement de la violence et du radicalisme nous renvoie à des réalités qui nous semblent être loin, mais quelquefois nous sommes également percutés en plein cœur de nos réalités. Nous avons aujourd'hui perdu une photographe qui nous rappelle effectivement que l'éloignement de la distance nous renvoie malgré tout à une proximité du fait d'être touché. Nous sommes dans une empathie, une pensée à la famille. Je voulais m'arrêter, c'était important dans le cadre d'un colloque de faire ce pas de côté, d'y réfléchir également. Donc ça c'est un premier point. Le religieux contemporain, pourquoi le religieux contemporain? Parce qu'il semble aujourd'hui que nous avons affaire à un islam que nous découvrons. L'islam a été jusqu'au XVIIe siècle, aux environs du XVIIe siècle, porté par une expérience mystique. Et donc il y a eu une logique de basculement relativement progressive. On assiste aujourd'hui à un phénomène d'islam qui nous dit autre chose que les battements de 15 siècles de production d'histoire. Donc il était intéressant de voir et d'en dégager la spécificité, ce que fait, comment se construit cette réalité entre guillemets d'un nouvel islam contemporain. Et il y a eu une prise de conscience assez profonde et assez précoce des dysfonctionnements structurels de la réalité de l'islam. Beaucoup se sont rendus compte effectivement que portés par des siècles d'un certain héritage, progressivement, nous commencions à sortir d'une logique d'empire. Et donc dans cette logique d'essoufflement, beaucoup se sont demandé les raisons du takhalluf, de cette arriération, de cette prise de retard. Et donc il y a eu une série de questionnements pour réfléchir à ceci. Aujourd'hui, on a évidemment affaire à un islam qui est caractérisé par cet héritage de tentatives de sortie du takhalluf. On n'a pas le temps de rentrer dans l'ensemble de l'expérience, mais on a malgré tout certains indicateurs qui nous disent quel type d'islam nous avons affaire aujourd'hui. Autrement dit, quel type d'islam à l'échelle globale, quel type de réalité d'islam à laquelle nous sommes confrontés quasiment au quotidien. Il y a déjà une logique par laquelle nous sommes rattrapés, c'est cette logique que j'appelle d'Apocalypse Now. Il y a un état d'esprit qui, aujourd'hui, au travers d'une certaine littérature qui devient un best-seller, il suffit d'ailleurs de voir nos salons internationaux du livre, ce qu'ils produisent comme type de littérature sur le plan religieux.
il y a cette logique eschatologique de la fin des temps, etc., qui est très intéressante à analyser lorsqu'on veut comprendre des phénomènes qui, aujourd'hui, utilisent un discours qui surfe sur cette vague qui vient tétiller la dimension de la fin des temps imminente. Donc ça, c'est le premier volet. Il y a évidemment un volet sur lequel on a beaucoup parlé, c'est cette logique d'une posture progressive, d'un littéralisme religieux qui s'est installé et qui est devenu une sorte de vernis sur l'ongle de l'islam contemporain, et dont on est amené finalement à composer, qu'on soit issu d'un ancrage traditionnel, mystique ou autre. Nous sommes désormais confrontés à une logique, je dirais, d'un rapport à un islam assez particulier, qui est une sorte d'islam paramétré par le normatif et qui fonctionne de manière assez binaire, le halal ou le haram. Alors est-ce que le PowerPoint est halal ou haram? Pour le moment je le halalise, mais c'est le débat auquel nous sommes confrontés. Donc il y a la question de la radicalisation est un sujet relativement complexe, comme il a été souligné, relativement sérieux, mais qui nous demande à avoir des lunettes non pas focalisées sur une micro-réalité, mais d'avoir une approche globale pour comprendre et déconstruire le phénomène. Alors vous verrez que, évidemment, le terme radical fait beaucoup de points au Scrabble, mais il fait également beaucoup de dégâts dans la réalité. Et donc on a vu, et je pense que notre éminent collègue, c'est Mohamed Janjar, l'a souligné, il y a une saturation de production de discours sur le phénomène Daesh. Là on a l'image du média, même le petit journal en parle, mais il y a évidemment une complexité à avoir sur, au-delà de la saturation de l'analyse. Nous avons parfois l'impératif de simplifier le complexe. Or, dire simplement le complexe ne signifie pas le simplifier, et je pense que c'est à ça que nous devons avoir aujourd'hui recours, c'est-à-dire que nous sommes devant un phénomène qui est fait d'imbrication, et nous devons composer avec cette réalité. Essentialiser la réalité aux religieux, je suis tout à fait d'accord, c'est une erreur phénoménale, c'est passer à côté de la compréhension. Et je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a toute une série de mesures, d'outils, de structures, de politiques, de financements qui sont développés, notamment dans la logique de la déradicalisation, et qui parfois fabriquent de la radicalisation. Donc quand on se trompe de lecture, on ne fait parfois qu'attiser un certain nombre de phénomènes dont on n'arrive pas à analyser convenablement les réalités. Comprendre la Daeshosphère. Je l'appelle la Daeshosphère pour ne pas dire Daesh, parce que elle a un impact qui, me semble-t-il, est relativement important. Et tout à l'heure, on a parlé de l'importance de l'histoire. Je pense qu'effectivement, lorsque nous sommes dans une analyse de l'événementiel, et exclusivement de l'événementiel, nous nous coupons quelquefois de la compréhension des profondeurs et des imaginaires, des ancrages historiques qui peuvent expliquer la cohérence d'un phénomène. Autrement dit, je crois que si le calife à la Rolex, donc le Baghdadi, arrive devant la mosquée, tient un discours « Oyez, oyez, bonnes gens, je vais devenir calife », je pense qu'il y aurait eu une conséquence d'un fou rire. Si personne n'a ri, qu'il y ait une caution, c'est qu'il y a, me semble-t-il, une aptitude à capter ce discours. Et donc c'est important d'avoir une archéologie du discursif islamique pour comprendre finalement sur quoi s'appuie-t-il, quels sont les ressorts qui font qu'il a obtenu quelque part cette approbation, même si dans l'autoproclamation, il y a malgré tout une reconnaissance d'un groupe minoritaire autour de lui, mais également qui connaît aujourd'hui un impact international. La première des choses qu'il faut mettre en évidence, me semble-t-il, c'est quelle est aujourd'hui la douleur profonde de l'islam contemporain. Il y a 5 traumatismes, me semble-t-il. Le premier, c'est la mort du prophète de l'islam. Depuis 15 siècles, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup ne se sont pas encore remis de cette réalité-là, c'est-à-dire qui a la légitimité, au-delà de la mort du prophète, pour avoir une autorité qui soit reconnue. La problématique de la légitimité, de l'autorité, du pouvoir. Première des choses. La deuxième des choses, évidemment, c'est la fin du Coran. Et toute la problématique, jusqu'à la mort du prophète, il y avait dans la conscience croyante une posture d'une révélation qui est dans une logique verticale. Et là, la dimension du rapport au Coran rentre dans une logique horizontale et donc dans une logique herméneutique d'interprétation d'une partie de l'histoire. Donc ça, c'est un phénomène qui est crispant. C'est 2 points qu'on a dès le lendemain de la mort du prophète. Ensuite, on a 3 grandes problématiques qui vont commencer en 1924. À la chute du califat. C'est d'une part, donc la chute du califat ottoman, c'est d'une part la crise sur l'autorité. Il faut quand même le dire, de 632 jusqu'à 1924, il y a eu des califes, il y a eu 101 califes, plus ou moins, donc, et là où on rentre dans une nouvelle ère. Dans une nouvelle ère, c'est ce vide, le vide d'autorité politique. Deuxièmement, la disparition progressive ou le morcellement ou l'éclatement du Dar al-Islam.
Donc perte de l'autorité, perte de l'espace, et la troisième des choses, c'est la dislocation de la Oumma. Cette Oumma commune qui devient l'autre est arabe, l'autre est turc, les nouvelles frontières qui émergent et qui apparaissent. Le cahier de charge, et tout à l'heure Stefano Allievi parlait de brand, de marque, le cahier de charge, la dimension cosmétique dans laquelle va emballer finalement le calife al-Baghdadi et son discours, il vient répondre à ces trois frustrations. Je vais faire autorité, je vais développer un territoire et on va faire un appel à une Oumma universelle, internationale qui viendrait de partout pour renforcer donc les rangs. Ça, c'est un phénomène, me semble-t-il, qui est essentiel d'avoir ceci en conscience. Ça nous rappelle également les discours d'Al-Qaïda, qui est aujourd'hui un groupe has-been. Ils essayent de temps à autre d'avoir des spasmes de réaction au travers des médias pour dire on est toujours là, on existe. Mais on a ici affaire à quelque chose qui est, me semble-t-il, assez inédit dans la manière de fonctionner. Il y a eu les frappes en France, et un peu partout, mais spécifiquement en France. On a dit qu'on attaquait les valeurs, certains ont dit on va envahir le territoire. Je pense que c'est l'Espagne qui doit s'inquiéter, parce que si on regarde la carte là, Abou Bakr al-Baghdadi surfe sur une logique de la restauration du patrimoine islamique au moment de sa plus grande grandeur, et c'est notamment la réappropriation du Dar el-Islam au moment de sa plus grande extension. Et donc ça, c'est quelque chose qui est aussi fondamental. L'espace, donc le calife en tant que le Baghdadi, l'espace à restaurer, et puis également la légitimité. Si vous regardez un petit peu le drapeau, on a quand même le sceau de la prophétie. Alors après, on peut tirer dans tous les sens. Entre le prophète et sa mort en 632 et le début des Abbassides, il y a 90 ans, c'est la période omeyyade. Entre la chute du califat en 1924 et la proclamation en 2014 d'Al-Baghdadi, il y a 90 ans. Bon, après on peut y aller, c'est Abou Bakr, lui aussi s'appelle Abou Bakr, le premier calife. On assiste, si vous voulez, à une sorte de construction qui est beaucoup plus sérieuse que l'improvisation hâtive. Donc ça, c'est l'élément sur lequel je voulais pointer. Le deuxième élément, quand on regarde dans l'histoire, on se rend compte qu'effectivement, si vous retournez déjà en 657, lors d'une bataille qui a confronté, je dirais, une bataille islamo-musulmane, hein, c'était entre le calife Ali, dont Muawiyah ne reconnaît pas la légitimité, et les musulmans vont s'affronter. Une partie qui est avec le corps de Ali, je me permets en 30 secondes de faire de l'histoire, une partie qui est avec le corps de Ali va sortir des rangs. Parce que Ali accepte de négocier, accepte une trêve. Ce sont ce qu'on a appelé les Khawarij. Et les Kharijites vont reprocher au calife Ali d'avoir négocié, parce que pour eux, fondamentalement, le calife Ali n'a pas respecté le verset du Coran que vous voyez ici, de Surat al-Hujurat, verset 9. Et donc, il a été contre l'ordre de Dieu. Le verset est très explicite, si deux factions s'entretuent, trouvez une solution, si elles refusent, levez les armes jusqu'à ce que l'ordre de Dieu se fasse. Donc, il n'a pas été jusqu'au boutiste dans la logique, il a transgressé l'ordre de Dieu, et ils vont halaliser son sang. Bon, je traduis. Ils vont donc autoriser son assassinat par une construction relativement logique. Comme il a commis une transgression de l'ordre de Dieu, il commet un grand péché, tout transgresseur, et celui qui commet le grand péché sort de l'islam, et donc celui qui sort de l'islam, son sang devient licite. Et donc on va l'assassiner, on va tenter d'assassiner Muawiyah également, et le négociateur qui est entre les deux, et on voit cette posture, cette attitude qui va se mettre sur pied. Je pense que Daesh renvoie aux kharijites les plus extrêmes, ceux qu'on appelle l'Azariqa. Et je peux vous donner un simple exemple. C'est deux postures, l'examen probatoire et l'exécution religieuse. Les kharijites azariqa pratiquaient ce qu'on appelle l'imtihan. Autrement dit, si vous vouliez vous rallier aux azariqa, vous deviez exécuter un prisonnier. Regardez les vidéos de Daesh, on est complètement dans cette actualité-là. La deuxième des postures, c'est l'exécution religieuse, ce qu'on appelait l'isti'rad. Ils mettaient en scène des exécutions, la lapidation, le fait de trancher la tête de quelqu'un, etc., etc. Ces deux attitudes-là nous renvoient effectivement à des similitudes qui sont d'actualité. Troisième logique, c'est la fabrication de l'altérité. Tout à l'heure, Stefano Allievi cherchait de dire ben, l'autre, et il a raison, c'est très compliqué de définir l'autre. En fait, parce que l'autre, c'est tout le monde, sauf nous. Et donc, comment on fabrique ce tout le monde? Il y a un processus d'exclusion progressive où le pire ennemi, notamment pour ces groupuscules, ce sont ceux de l'intérieur. Et donc, on va construire
une logique de rejet. Quand on a construit la logique de rejet, j'habite en France ou j'habite en Espagne et je suis convaincu de cette logique-là. Je vais créer en moi une vraie frustration. Si je considère que l'altérité est une altérité de kuffar, donc d'infidèle ou de négateur, fondamentalement, je suis dans une posture où je dois m'exiler. Automatiquement, la fracture, la construction de l'autre comme étant l'autre radical va m'imposer de m'exiler et de partir. Et c'est pour ça qu'on a tous des groupuscules, d'ailleurs, tout le groupe de Tekfir ou al-Hijra dans les années 70 en Égypte rentre dans cette logique-là. Si tu construis l'espace comme étant la négation, tu dois la quitter, tu dois t'isoler. Donc ça, c'est un élément qui me semble assez éclairant. La trame de fond daïchiste, c'est tabula rasa. Il faut faire table rase de tout ce qui est une entrave entre nous et la réalité du tawhid, et la réalité du divin. Si vous voulez comprendre comment on va au marteau-piqueur dans un musée détruire des monuments, vous avez cette logique-là. Mais l'autre est également celui que je peux détruire. Donc je n'ai plus aucun frein. Tout entrave... Excusez-moi, je vous regarde, c'est pas vous que je vise. Mais voilà. Donc toute personne... Non, du tout. Toute personne peut devenir effectivement une entrave, et donc il y a la logique de la destruction. Et effectivement, je pense que Daesh utilise aussi le religieux comme une marque. Et ils ont conscience de l'exploitation de ce discours religieux en tant que marque, et on le voit notamment dans les premières pages des revues de Dabik. Vous voyez, c'est la notion de l'khilafa, c'est la minorité sauvée. Ceux qui nous rejoignent sont comme l'arche de Noé. Vous avez la nécessité de la hijra, un appel à la hijra, etc., etc. Même les coalisés sont appelés l'ahzab. Ça renvoie à un référentiel coranique. On parle de croisade et vous l'avez compris. On a, si vous voulez, un vocabulaire relativement limité, articulé autour de la question du religieux, qui va finalement tenter de justifier donc toutes les postures au nom d'une cosmétique d'islam. La méthode, évidemment, c'est une pratique de la diplomatie de la terreur. On n'a pas le temps d'y arrêter, mais simplement pour l'esquisser, on a une logique de la secte des assassins qui est évidemment aussi mise en pratique et qui serait intéressante à développer. Le deuxième volet que je voulais éclairer avec vous, c'est évidemment une tentative de compréhension, mais pourquoi des jeunes nés dans le contexte européen ou ailleurs s'en vont ? Pourquoi ils partent, rejoignent évidemment les troupes? On a plus de 31 000 étrangers de 86 pays différents qui sont aujourd'hui présents en Syrie, dont une majorité ont rejoint les troupes de Daesh. Et donc on a besoin, déjà pour comprendre le phénomène qui se passe notamment pour le cas européen, d'avoir une vue d'ensemble, et on voit qu'effectivement, il y a déjà une logique de proximité géographique qui joue. Plus on est proche, plus on se rallie. L'Amérique latine, il y a très peu de Daeshisés qui se rendent sur place. Donc ça me semble être un point essentiel également pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant de Tunisiens, par exemple, qui partent. Il y en a plus de 6 000. Donc pourquoi autant de départs? Donc déjà, on ne doit pas avoir une lecture, me semble-t-il, européocentrée. Il y a une dimension complexe à avoir de ce phénomène. On dira certainement des choses au moment des questions. Mais le cas français, par exemple, est très emblématique. Pays de la laïcité, des valeurs, etc., qui produit à l'échelle européenne le plus de départs. Donc c'est une vraie question. Et on voit aujourd'hui le type de débat nouveau qui est en train de s'engager, notamment sur la déchéance de la nationalité, etc., qui me semble être un point très intéressant à soulever. Et donc, on a 3 choses, et il me semble que ça a été dit également, la problématique générationnelle. Nous sommes effectivement face à une génération qui vit une problématique dans son rapport au temps, et qui va effectivement avoir un certain écho dans la logique d'un contexte d'hypermodernité où vous êtes une jeune génération qui est désillusionnée par rapport au passé, qui n'a pas d'enracinement par rapport à ce passé. On surfe malgré tout sur ce que j'appelle le passé renvoie à la notion de la cité idéale de l'khilafa. L'islam, grosso modo, c'était meilleur avant. Et donc notamment l'expérience médinoise et prophétique. Donc là, de l'autre côté, sur le plan géographique, on vous fait un voyage dans l'histoire. Viens chez nous, on va reconstruire ceci. La deuxième des choses, dans le présent, par rapport à une logique d'hyper-individualisation, aujourd'hui on assiste à une reconstruction d'une Ummah. Viens, nous sommes des frères, nous sommes ensemble, etc. Troisième des choses, évidemment, pas de boulot pour certains, peu d'illusions par rapport à l'avenir, la pression, je dirais, d'une théologie de l'apocalypse,
vous met évidemment dans un climat particulièrement anxiogène, et donc le seul avenir que vous avez face à vous, c'est un avenir eschatologique. Donc le futur, c'est le Jannah, et rien d'autre. Et donc on va sacrifier évidemment un certain nombre de choses pour pouvoir réaliser ça très simplement. Et je pense que ce qui déroute, c'est pas la typologie, même si la typologie échappe. Ce qui déroute, c'est la simplicité et la spontanéité dans laquelle se font les départs. Du jour au lendemain. Écoutez le témoignage des parents, ils disent « on n'a rien vu venir ». On n'a rien vu venir. Du jour au lendemain, on connaît des trajectoires de certains qui étaient jobistes, ont travaillé dans leurs études, premier de classe, et du jour au lendemain, ils s'en vont, en faisant un petit mot pour les parents, disant qu'il avait une sortie d'école, et à l'école disant qu'il était malade, pour profiter d'arriver en Turquie avant que ni les uns ni les autres ne se rendent compte. À quoi est-ce que nous avons affaire? Il me semble que nous avons affaire ici, dans la manière, si on part sur l'angle du religieux, on a affaire à une sorte de conversion géographique, plutôt qu'une sorte de sens théologique. Les gens qui se rendent là-bas, c'est the place to be. Tu ne vas pas pour te réaliser, si tu y vas, tu es réalisé. Donc tu es dans un espace qui immunise, qui va donner du sens. Et c'est pour ça que je pense qu'on a affaire à une inflation de sens sur le plan géographique. Et il suffit de voir le côté pauvre de leur religiosité, les discours, les vidéos, les témoignages, etc. Très peu ont une connaissance approfondie du religieux, ou sont dans une posture mystique ou spirituelle ou rigoriste, mais ils sont dans une application visible de la norme et en même temps avec cette... donc c'est l'endroit où il faut être. C'est ça la logique. Alors après, on peut pointer du doigt quel est le terreau, quel est l'environnement. Monsieur le Président, il me reste encore du temps. Oui, d'accord. Quel est le terreau, quel est l'environnement qui va favoriser finalement cette logique des départs? Pourquoi des gens partent? Pourquoi les gens abandonnent-ils et passent par une quadruple rupture de leur environnement social, de leur environnement familial, de leur, je dirais de leur entourage amical, etc., et puis de toutes leurs activités? Pourquoi est-ce qu'on arrive finalement à marquer une rupture? Quel est le discours qui favorise ceci? Donc certains ont pointé effectivement une logique de salafisme, d'une certaine logique, je dirais, d'enfermement dans une lecture wahhabite, etc. Bon, c'est à analyser, à prendre avec des pincettes. Je pense, moi je me méfie des recettes magiques, mais il y a des éléments qui peuvent permettre ceci. Notamment, encore une fois, comme je l'ai expliqué au départ, par l'excroissance de la dimension normative. Mais il faut le lier également à la logique des nouveaux types de musulmans auxquels nous sommes confrontés. Et tout à l'heure, tu parlais des jeux vidéo, du rapport à la violence, etc. Tout ceci pèse évidemment dans la balance. Donc on a affaire à des explications qui sont plurielles. Et certains, par la grille de lecture de l'hypermodernité, ont caractérisé deux types d'individus. C'est des individus en hypermodernité qui sont dans l'excès. C'est un peu le lapin de Alice au pays des merveilles. Vous voyez, j'ai pas le temps, je suis en retard. Donc on est complètement dans cette logique-là. Ceux-ci, généralement, comme il a été analysé, ne sont pas pointés par les départs. C'est généralement les individus par défaut, les laissés pour compte de l'hypermodernité, ceux qui n'arrivent pas à s'accrocher, que l'on retrouve dans cette logique-là. Après, il y a d'autres dimensions d'analyse. La dimension plutôt psychologique ou de l'environnement social, donc avec tous les points qui ont été mis là en exergue. Pour conclure, je vais simplement aller sur la mise en avant d'un élément qui a déjà été soulevé, mais qui nous permet de comprendre, et pour terminer avec de l'image, je ne sais pas si vous avez vu le film Scarface, je ne suis pas très âgé, mais bon voilà. On a affaire à du Abu Montana. Bon, il s'appelait Tony Montana, mais les jeunes daeshisés sont dans une logique d'Abu Montana. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette... Il faut quand même le dire, Al Pacino, Tony Montana, c'est un Cubain qui arrive aux États-Unis et son slogan, c'est « Le monde nous appartient ». Donc Daesh n'est pas très loin. Mais en même temps, c'est l'idée de « Tout est permis, même par le recours à la violence, pour atteindre le succès et pour se réaliser soi ». Donc on est dans une logique inconsciemment d'une construction de la Oumma, mais ce sont des trajectoires hyper individuelles et individualistes qui vont là-bas pour se réaliser. Et donc on a cette logique, la fascination de la violence et surtout la normalisation du rapport à la violence. Donc la ludomania, c'est un mode opératoire. J'ai pointé du doigt, tu as mentionné tout à l'heure, Stéphano, deux jeux qui sont effectivement relativement connus, mais Hatred est particulièrement violent dans le sens où il est hyper réaliste. C'est-à-dire qu'entre les vidéos de Daesh et ce jeu-ci,
on ne voit pas de grande différence. Et donc on a là quelque chose qui connaît un succès phénoménal. La troisième des choses, c'est l'idée de la bande, l'idée de faire corps, l'idée d'être dans ce que j'appelle le MC Jihad, mais l'idée de construire un groupe, un crew, un collectif au sein duquel on va partager quelque chose. Et regardez encore une fois les comportements autour des vidéos, les logiques de reconstruction de soi au travers d'une fratrie, et donc inclusive. Et d'ailleurs, il faut le dire, de plus en plus aujourd'hui, Daesh met la pression sur les nouveaux arrivants pour éviter justement d'être accusés d'espionnage, etc. On leur demande d'apporter 1 ou 2 membres de leur famille. Donc pour au moins, si un s'enfuit, on a les otages. Et donc on crée là, au-delà d'un esprit de corps, un esprit de famille dans cet espace nouveau. Donc on a ici quelque chose qui, malgré effectivement la profondeur historique, nous met malgré tout devant un phénomène relativement nouveau, intéressant, complexe. Et donc ça va demander, plus que de l'interdisciplinarité, vraiment une lecture polydisciplinaire du phénomène, et en mettant évidemment avec beaucoup de précaution la dimension du religieux, qu'il faut analyser comme un objet qui parasite presque dans les comportements et les trajectoires, mais qui ne pèse pas, me semble-t-il, tel que certains peuvent vouloir le mettre en évidence. Et je vous remercie pour votre attention. Premier intervenant, vous nous avez fait l'exposé des partants, plus ou moins des causes de leur partance, mais je suis un petit peu, j'ai beaucoup aimé adhérer à votre exposé. Cependant, je suis resté sur ma faim parce que vous n'avez pas touché le point des revenants, d'une part, et puis vous avez cité Fatima et la convertie, mais j'aurais aimé qu'on nous parle aussi du retour des filles du djihad sexuel, et notamment des filles tunisiennes qui sont revenues et qui sont considérées comme étant une bombe à retardement, parce qu'ils sont revenus plus ou moins enceintes. Pour le dernier intervenant, en réalité, c'est vraiment, je suis très tenté. Je voudrais vous demander, plutôt que de poser la question, j'ai un ami avec qui j'ai parlé hier soir, membre du Conseil de dialogue interreligieux à Versailles. Ce groupe rassemble 3 religions, l'islam, le judaïsme et le christianisme, et discute justement de ces problèmes de ces pseudo-djihadistes. J'ai trouvé dans votre exposé énormément de réponses à leurs questions. Et je voudrais savoir si je peux vous communiquer son mail pour lui envoyer copie de votre exposé qui est très très riche. Merci. La question des revenants, bien que le mot, le revenant, qui était bon, qui revient. Mais oui, je l'ai touché quand j'ai parlé de l'Espagne, parce que c'est vrai que les revenants ont joué un rôle très important. Par exemple, George Orwell, il était allé se battre en Catalogne, et puis il est retourné chez lui en Angleterre. Et il a raconté qu'est-ce qui s'est passé, parce que les gens qui sont dessous sont des témoins très très importants. Parce qu'en fait, Daesh, c'est fascinant d'ici. À l'intérieur, c'est la Cambodge de Pol Pot. Donc il y a un problème quelque part. On est obligé à faire des choses, mais pas tellement libre. Oui, les militants sont libres d'être des militants. Et donc, ça serait un rôle important. Problème. Dans les pays du nord d'Europe, par exemple en Scandinavie, la tendance est à utiliser ces gens pour faire des témoignages, des conférences, des vidéos, parler dans des écoles, choses comme ça, dans des quartiers d'immigrés. La plupart des pays européens ont approuvé des lois qui empêchent pratiquement le retour, parce que si tu rentres, tu vas en prison, et donc ça ne va pas l'empêcher. Et c'est une connerie, pour le dire très simplement avec un mot technique, mais on le fait. En Italie, malheureusement, on n'en a pas.
Les seuls qui sont déjà retournés sont retournés cadavres. Non, en fait, ils ne sont pas retournés. Les cadavres sont faits. Oui. Bonsoir. Alors, ma question est bonsoir, ma question au premier intervenant. Malraux disait que la culture, c'est ce qui faisait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers. Tout à l'heure, vous aviez parlé de projets de société qui seraient justement, qui séduiraient plus que celui de Daesh. Est-ce que la culture est un rempart à l'extrémisme? Sinon, à quel autre projet de société vous pensez? Et une autre petite question au dernier intervenant. Est-ce qu'on a vu des soufis chez Daesh? Moi, pas encore, mais je me trompe peut-être. Merci. Moi, je ne sais pas pourquoi vous m'avez posé cette question sur Daesh, parce que je n'ai pas parlé de Daesh. C'est juste pour dire, cette lecture, vous avez certainement entendu parler de ce travail de sociologue intitulé « La démocratie des crédules ». Il suffit de taper sur Internet, sur Google, l'origine de Daesh, et vous avez ce récit qui va monter comme le récit le plus partagé. La même chose pour la chute des Twin Centers, etc. Ben, évidemment, oui, c'est une création bien sûr, puisque une majorité des utilisateurs de Google le pensent. Quand les gens pensent quelque chose, c'est aussi un fait social à étudier. Pour ce qui est de la violence des autres religions, j'ai commencé par dire de toutes les religions, il y a des ingrédients, des éléments qui, une fois pris et interprétés, peuvent servir. En plus de ça, il y a dans l'histoire de toutes les religions des épisodes de violence. Juste pour vous donner une idée, la seule nuit de la Sainte-Barthélemy, c'est 30 000 égorgés en une seule nuit. Donc Daesh est encore loin. Merci. Rapidement, une petite chose, j'ajoute sur ça. Même si c'était une création des Américains, la question pour un sociologue serait pourquoi tellement de musulmans sont sympathisants de soi, de ces choses-là, même si c'était une création de l'Amérique. Et juste pour dire, c'est vrai qu'il y a la nuit de Saint-Barthélemy, il y en a des centaines d'exemples, donc ça ne vaut pas la peine, c'est vrai, évidemment. Mais pour ce qui concerne les soi-disant croisades de George Bush, les combattants, ce n'étaient pas des volontaires, ce sont des professionnels. Ça fait la différence en termes de motivation. Et pour ce qui concerne la question, oui, la culture est un rempart, oui, évidemment oui. Je crois fortement que la culture est un rempart avec l'islamisme, toutes les formes de profondeur. La profondeur de pensée, la profondeur spirituelle, la profondeur artistique, sont des ennemis de la surface. Les choses complexes sont des ennemis des choses trop simplifiées. Oui, d'accord, c'est vrai. Et je suis totalement d'accord. On fait tout le possible pour que ce message passe. Le problème est que la culture de beaucoup de jeunes est un culture de surface. Pas tous, je déteste le discours « Ah, les jeunes ne sont pas comme nous, tous les jeunes sont pires ». C'est pas vrai du tout, j'enseigne à l'université, je ne le pense pas, mais c'est vrai que certains messages hyper simples, simplifiés, sont capables de pénétrer aisément. On peut aussi les contrer, les combattre, et on peut aussi les prévenir. En tout cas, oui. Donc, c'est comme pour le totalitarisme. L'instruction, c'est une arme de destruction des masses. Si on prend évidemment la trajectoire des départs dans leur complexité, c'est-à-dire sur le plan psychologique, les facteurs socio-économiques, les autres enjeux, le sentiment de frustration, etc., quel type de profil, je dirais, avec une teinte religieuse partent
Alors je ne sais pas s'il y a une confrérie mystique au sein de Daesh, c'est vrai qu'il y a une certaine lecture du religieux qui est beaucoup plus, je dirais, ouverte à la logique de la radicalisation, et notamment par une lecture littéraliste qui, dans la logique, je dirais, d'un basculement vers la radicalité, on voit effectivement cette posture d'une lecture assez conservatrice, voire binaire, qui associe, comme je l'ai dit tout à l'heure, la notion du halal et du haram, cette obésité du normatif qui sature et qui commence à avoir un écho assez important, je dirais même dans la logique de la consommation que j'expliquais tout à l'heure. Donc effectivement, c'est une certaine frange, et comme ces jeunes gens l'ont rappelé tout à l'heure, minoritaire dans le paysage, fragilisée, et qui surfe sur une lecture du religieux qui permet d'avoir des réponses claires, simples, audibles, et qui ne sont pas la traduction d'une profondeur. Donc c'est une vraie pauvreté sur le plan culturel, civilisationnel, esthétique, sur le plan également, je dirais, d'une approche herméneutique assez nourrie, et donc également aussi mystique. Donc ça c'est évident. Monsieur, votre question? Oui, mais... Oui, d'abord merci pour tout ce que vous avez dit, c'était de très belles analyses. Je n'aimerais pas, comme le prédécesseur qui a posé des questions, rentrer dans la théorie du complot. Mais j'aimerais quand même vous poser des questions parce que vos analyses au niveau religion, violence et tout ce que vous avez dit est quand même des analyses qui ont une base sociologique. Et non seulement sociologique, mais assez islamo-centrée. Et je trouve que dans le monde global dans lequel on vit aujourd'hui, on ne peut pas faire une analyse seulement en regardant Daesh et les problèmes tels qu'ils existent. Et d'après moi, vous avez laissé en dehors un facteur extrêmement important qui est l'économie mondiale. Et j'aimerais savoir pourquoi. Parce que j'aimerais également vous rappeler, si peut-être vous ne connaissez pas, un extraordinaire, étant moi-même grec, un extraordinaire poème de Constantin Covafis qui est En attendant les barbares. Et la cité vit une vie économique extraordinaire quand quelqu'un arrive de loin et dit les barbares arrivent à Rome. Et donc on a une activité économique énorme dans la ville. Et tout d'un coup, un autre arrive à la fin de ce poème et dit on a vaincu, les barbares n'arrivent plus. Et tout d'un coup, il y a une morosité totale. Et le poème se termine en disant mais que va-t-on faire sans les barbares? Ces gens-là étaient une solution. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que vous reliez quand même vos analyses au problème de la globalisation économique mondiale. Oui, évidemment, puisque l'intitulé du colloque était surtout centré sur les problématiques de l'islam aujourd'hui dans la région. C'est pour ça que certainement tous les collègues ont centré leurs analyses sur cette question-là. Mais dans l'analyse, ce que j'ai essayé de dire, c'est en fait de dire que la question religieuse n'est qu'un prétexte. C'est en mettant la région dans un contexte qui est beaucoup plus d'ordre social et économique, et que la radicalité, à des moments différents de l'histoire, va puiser dans le registre qui est disponible pour créer du sens. Et vous avez récemment un des anthropologues américains qui a été interrogé par les Français et aussi par les Nations Unies parce qu'il a travaillé sur les radicalités dans beaucoup de régions du monde. Il raconte sur les Kurdes, ceux qui rejoignent le territoire kurde pour défendre le pays kurde, ce sont des marxistes-léninistes. Et ils ont exactement la même démarche qu'un Daesh. C'est-à-dire le voyage initiatique, la conversion, la préparation, la lecture, tous les éléments du voyage d'un radical chez un marxiste-léniniste ressemblent à celui du français ou du converti, chrétien converti, qui vient de la banlieue de Nice et qui rejoint Daesh.
Donc c'est un phénomène global et en l'essentialisant, en le liant à l'islam, au texte islamique, etc., on fait fausse route. On voit les choses. Et évidemment, nous sommes dans un monde féroce économiquement, féroce géopolitiquement, et ce que j'ai cité comme problème tragique du Moyen-Orient, parce que là où se concentre vraiment le tragique de l'histoire contemporaine, montre parfaitement qu'il y a d'autres dimensions beaucoup plus politiques, économiques, et maintenant le baril qui est en train de gringoler, ça va encore redonner de la férocité à la compétition de cette région. Et vous avez raison. Juste en ce qui concerne la culture, il y a des mystiques naqshbandis qui sont parmi les gens qui tuent aujourd'hui au Moyen-Orient, du côté des anciens régime de Saddam Hussein. Donc, n'essayons pas les raccourcis. Ni la mystique, ni la richesse spirituelle, ni la grande culture ne protègent contre l'atrocité et la violence. La République de Weimar, elle a basculé vers la barbarie alors le peuple allemand était le peuple le plus cultivé d'Europe. Donc personne n'est protégé, il n'y a pas d'assurance contre la violence. C'est beaucoup plus complexe que la question de leur apprendre l'islam, les richesses de l'islam, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Salam alaikum. C'est à peu près tout ce que je sais dire. Bonsoir, je me présente. Je viens d'un pays qui a vécu tout ça comme tu me parles ce soir. Je viens de la Yougoslavie qui n'existe plus, mais qui restera éternelle. Aujourd'hui, à Rabat, je suis par le fait des raisons historiques l'ambassadeur de la Serbie. Et je voulais vous parler comment j'ai vécu la radicalisation, la naissance de la violence entre les peuples qui vivaient ensemble, qui s'aimaient, respectaient, connaissaient. C'est pas vrai. C'est une guerre entre ceux qui étaient des différentes religions, les chrétiens, catholiques ou orthodoxes, non plus les musulmans. On a vécu une histoire commune, peut-être qu'on pourrait dire sous l'idéologie socialiste ou communiste qui propageait l'unité et fraternité, mais quand je vois où on est aujourd'hui, est-ce que c'était si mal? Je ne comparerai jamais la guerre civile en Espagne avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Daesh, ce n'est pas seulement un État qui existe, qui est déjà un califat, qui a son territoire, peuple, ses institutions. C'est aussi une idéologie qui est née grâce à pas mal de raisons qu'on ne veut pas voir ici, il paraît même ce soir. C'est une idéologie qui n'est pas née hier depuis hier, comme c'était le cas de mon ex-pays où la radicalisation est venue par les problèmes, tout d'abord économiques, par les changements sur les maps géopolitiques ou en Yougoslavie qui était un pays non aligné entre les deux blocs. Il ne fallait plus exister tout simplement parce qu'il n'y avait qu'un bloc qui a survécu et qu'il y avait une grande arme soutenue par les Européens, surtout par les pauvres petits politiciens nationalistes chez nous. La guerre de l'ex-Yougoslavie a été préparée comme le Daesh à travers les médias et par les grands. Mes collègues africains me disent on ne veut pas la balkanisation de l'Afrique. Ils sont en train de l'avoir. Comme nous avons eu, mais la balkanisation, ce n'est pas parce que nous les Balkanais, on est tous des barbares et on adore ce qui est. C'est pas vrai. La balkanisation, c'est l'héritage laissé par les grandes puissances, aussi bien entre les pays balkaniques comme en Afrique, y compris Proche-Orient. Qui nous a demandé où sont nos frontières? De quelle religion nous sommes? Quelle nationalité? Quelle langue? Non, ils ont fait les frontières. Ils ont besoin d'avoir toujours ça qu'on appelle aujourd'hui, je suis très reconnaissante à l'Université internationale de Rabat, si j'ai bien compris, Sciences Po et à la bibliothèque, de
commencer des débats pareils. Ils n'ont rien demandé à nous. Nous, on est des victimes, mais je vous le dis comme une Européenne persuadée. Autant bien que j'ai été touchée à cause des actes terroristes contre les Français à Paris, contre les autres, j'étais aussi bien si profondément touchée par les enfants de Gaza, par un avion plein de touristes, par des soldats russes. Qui a parlé d'eux? Ils sont tous des victimes de terrorisme. S'il y a un terrorisme d'État, c'est pas gentil de le parler. Non, c'est pas vrai. Tout ça, ce sont des actes terroristes et on doit parler et on doit se demander comment et qui ose dire les immigrés radicalisés, violents, qui vont pour rejoindre les djihadistes. Quel immigré? J'étais l'ambassadeur de mon pays à Strasbourg au sein du Conseil de l'Europe quand il y avait des incidents qui ont commencé avec les boîtes qui ont brûlé. Il parlait des immigrés vandales. Quel immigré? 4e génération. C'est votre ressortissant. Il était né là-bas. Il était éduqué là-bas. Il se sentait, il faut se demander pourquoi, frustré, mal pris, mis à côté. Mon fils est allé dans une école, dans un quartier, école primaire. Il n'y avait aucun maghrébien. Aucun, je vous le répète. J'avais honte. C'est pas mon Europe qui fait aujourd'hui comme ils font, ni l'Union européenne, ni pays européens, surtout pas certains, envers les réfugiés. C'est honteux. Ils ne sont pas venus parce qu'ils ont envie de tuer tous les Européens. Ils ne sont pas venus parce qu'ils ont voulu perdre tous. Je suis très, très, très fier de mon gouvernement, peuple. Ils ne sont pas les Serbes. Tout le monde ici oublie que 35% en Serbie ne sont pas du tout les Serbes. Une grande majorité sont les musulmans. Ils ont accueilli les réfugiés, pas avec les policiers, ni avec les murs. On les a accueillis parce que nous avons compris comment c'est. Malheureusement, nous avons appris et compris. On a donné tout. Les gens simples, le transport, l'aide militaire, l'aide médicale, la nourriture. Je vous répète, je vous parle des Serbes, des gens qui sont venus de partout de l'ex-Yougoslavie, y compris les catholiques, les musulmans et les autres, qui ont été chassés par les autres. Et nos voisins, y compris certains qui sont des membres de l'Union européenne, ferment ces portières, ces portes et frontières. Autant d'argent investissez dans les pays pour réinstaller la paix, pour donner le travail. La majorité des combattants qui rejoignent chaque jour les djihadistes de l'État islamique, par rapport au nombre de ressortissants, sont des Kosovars, des Albanais. Pas du tout parce qu'ils sont des musulmans, non plus parce qu'ils sont des Albanais qui aiment les guerres. Non, ils sont plus de 60% plus jeunes que 35, ils sont plus de 70% de chômeurs. C'est pourquoi ils veulent aller là-bas. Et si l'Europe ne voit pas ça, on aura encore des situations pires. Je vous remercie pour votre témoignage. Nous allons prendre une dernière question, puisqu'il est 20h passé. Bonsoir tout le monde, et merci beaucoup pour ce petit mot qui me semble un peu plus addictif, si vous voulez. Donc ici, mon intervention se focalise généralement sur les chaînes télévisées donc sur les chaînes télévisées ou bien sur la jeunesse, l'idéologie de la jeunesse. Quand je me mets en tant que maître, donc je me suis dit que voilà, je regarde la télé, ici je regarde les sunnistes qui ne sont pas d'accord avec l'autre partie des musulmans qui sont les chiites. Alors là, je pose la question, c'est où est l'islam? Est-ce que l'islam c'est ici chez eux
ou bien, le vrai islam je parle, est-ce que c'est le vrai islam, ce sont avec les chiites ou bien avec les sunnites? Et moi je comprends une chose, je me suis dit que l'idéologie de Daesh a été développée dans cette opportunité. Ça veut dire que cette faille dans l'islam, ou bien entre les musulmans, je dis, entre les musulmans, a développé certaines idéologies chez Daesh et qui a pris l'opportunité de ramener des jeunes qui cherchent la vérité. Qui cherchent la vérité, ça veut dire qu'ils cherchent vivre sous le toit de l'islam et dire voilà, c'est ça ce qui est halal, c'est ça ce qui est haram. Donc quand on pose la question, est-ce que Daesh il est né seulement avec toutes ces historiques que vous avez citées, ou bien il se développe sous ce toit ou comment dirais-je, sur cette faille d'islam entre les sunnites et les chiites, bien sûr. Oui, voilà. Merci. Je pense qu'il faut effectivement aussi rentrer, comme il a été souligné tout à l'heure, par rapport aux facteurs économiques. Il faut prendre évidemment ce phénomène-là en compte, mais ne pas enfermer le débat dans une logique, je pense, sunnite-chiite. Je pense que les réalités sont beaucoup plus complexes que ça aussi. Si on pense que l'Iran est notamment présente sur l'échiquier pour défendre la dimension exclusivement chiite, on se trompe de grille de lecture. Je pense que le phénomène est beaucoup plus complexe que ça. Les positionnements sont d'un autre ordre. Je pense même qu'on est, au-delà de la dimension économique aussi, à une reconfiguration d'un certain nombre de réalités, même du cahier de charge de Sykes-Picot qu'on est en train de redéfinir, et ne pas confondre la réalité avec ce qui peut être parfois un prétexte. Voilà. Petite chose sur autre chose. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le témoignage passionné de madame. C'est vrai, le chômage c'est une grande cause, etc. Je me méfie un peu de ce type d'explication. Si le chômage expliquait le terrorisme, il y en aurait des millions. Heureusement, c'est pas comme ça. Merci beaucoup, ça met un terme à cette première séance. Merci.